Aujourd'hui dans Vintage Mécanique, François Alain s'attaque à un véhicule de sport unique. Une voiture mythique. Un Graal pour tous les collectionneurs d'automobiles. La Porsche 911 2 litres S Targa. François Alain a pour mission de restaurer ce joyau de l'automobile allemand. Alors certes, le chantier est titanesque. Mais pour une fois, j'ai un très beau budget de restauration. Pour cela, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Donc c'est un vrai caddie de supermarché là. Voilà. Mais l'Allemande n'est pas au mieux de sa forme. Elle est même dans un piteux état. T'es juste complètement inconscient. Franchement, j'ai jamais été aussi déstabilisé sur un de tes containers. Le chantier s'annonce donc titanesque. Découpe du châssis. Pourquoi t'as coupé ma voiture en deux? Reconstruction tôlerie. Problème de pièces. Faisceau électrique. Il a été un petit peu coupé en deux. C'est pas une très bonne nouvelle, hein. Remontage des trains roulants. Remise en place du circuit d'huile. Conception et garnissage sellerie. Bref, une reconstruction totale de la voiture. Gros boulot. Pour venir à bout de ce chantier hors norme, il va falloir faire preuve de patience et mettre en place des moyens stratosphériques. Venez voir. Pour respirer un peu, François Alain posera ses valises au Grand Prix historique de Pau. Pour rejoindre Vincent, l'un des organisateurs de l'événement. Celui qui gagne le Grand Prix, 2-3 ans après, on le retrouve en Formule 1 dans les plus grandes équipes. Alors François réussira-t-il son pari? Celui de restaurer cette Porsche 911 Targa, très prisée par les passionnés de course automobile. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Maintenant, il va chercher les pièces de bagnole en hélico. Aujourd'hui dans le container, une voiture mythique. La saga est née en 1963 et perdure toujours aujourd'hui, plus de 60 ans après. C'est une voiture allemande, une voiture de sport. C'est évidemment la Porsche 911. Et la version qui est dans le container, à une époque, a été un peu oubliée. Mais croyez-moi qu'aujourd'hui, elle a vraiment la cote chez les collectionneurs. C'est la 2 litres S Targa. 9-1-1. 3 chiffres qui font palpiter les passionnés de sportifs du monde entier. La Porsche 911 est plus qu'une voiture, c'est un objet de culte. Depuis sa présentation au Salon de Francfort en 1963, elle est la référence des voitures de sport. Sa ligne intemporelle est l'œuvre de Ferdinand Alexander Porsche, petit-fils du fondateur de la marque. Son 6 cylindres à plat refroidi par air reste jusqu'en 1998 une référence. Dès sa sortie, la 911 fait un carton. Lorsqu'en 1965, aux États-Unis, les cabriolets sont jugés dangereux, Porsche invente un cabriolet sécurisé. Une 911 ouverte avec un arceau fixe de sécurité. Son nom, Targa. Un hommage à la course sicilienne Targa Florio que Porsche a remporté à plusieurs reprises. En 1966, une version S comme sport apparaît. Depuis, 8 générations de Porsche 911 se sont succédées. Plus d'1 million d'exemplaires ont été produits. Tout simplement la sportive la plus vendue au monde. Toujours plus puissante, toujours plus impressionnante, la Porsche 911 est et restera un mythe de l'automobile. Et une Porsche 911 2 litres S Targa. J'en ai trouvé une. Notre icône de l'automobile en impose 4,16 m de longueur, 1,61 m de largeur, 1,32 m de hauteur pour 1,02 tonne sur la balance. La ligne fluide et arrondie aux proportions parfaites inspire la sportivité et l'agressivité.
À l'intérieur, sellerie cuir. Magnifique planche de bord à 5 cadrans ronds qui donnent toutes les informations nécessaires au conducteur. Côté mécanique, suspension à roues indépendantes avec, à l'avant, triangle inférieur relié à des barres de torsion longitudinales, barres anti-roulis et amortisseurs télescopiques. À l'arrière, bras obliques reliés à une barre de torsion transversale et amortisseurs télescopiques. Moteur 6 cylindres à plat de 1991 cm3, refroidi par air, alimenté par une injection mécanique Bosch développant 170 chevaux. Une exclusivité sur ce modèle, uniquement en 1969. Boîte de vitesse 5 rapports, 0 à 100 km/h en 7 secondes 5. Vitesse de pointe, 225 km/h. Cette Porsche 911 Targa est bluffante à plus d'un titre. Reste à savoir où François l'a déniché. Le propriétaire de cette voiture a commencé la restauration il y a quelques années. Il s'est lassé, il a fini par me confier le projet, avec un budget de 140 000 €, ce qui est assez exceptionnel pour restaurer aujourd'hui ce type de voiture. Le gros avantage, c'est qu'elle est complète. Voilà une nouvelle rassurante, car la carcasse à côté de François fait un peu froid dans le dos. Voyons maintenant ce que vaut cette 911 sur le marché automobile. Les premières Targa comme celle-ci ont été longtemps boudées par les collectionneurs. Mais aujourd'hui, il y a un retour à la mode du Targa. Et une version 2 litres S comme celle-ci, ça vaut entre 140 et 180 000 €, suivant l'état de la voiture. Et certains modèles très exceptionnels ou avec une restauration concours peuvent atteindre jusqu'à 250 000, voire parfois un peu plus. Cette caisse a un sérieux potentiel financier. Mais avant de se lancer dans l'achat d'une Porsche 911 Targa, il y a quelques petites astuces à connaître. Jusqu'en 1976-77, les premières 911 n'étaient pas bien protégées contre la corrosion, comme la plupart des voitures des autres constructeurs d'ailleurs. C'est uniquement à partir de la fin des années 70 qu'on commence à faire de la galvanisation à chaud pour protéger les carrosseries. Donc, sur celle-ci, l'ennemi principal, ça peut être la rouille. Le gros avantage, c'est que la mienne a été entièrement sablée. Donc là, c'est opération vérité, il n'y a pas de cache-misère, et maintenant je sais très précisément à quoi m'en tenir. Ça, c'est un sacré bon point avant d'attaquer la restauration. Mais attention à ne pas trop s'enflammer, le diagnostic de cette Targa commence à peine. Alors côté diagnostic, évidemment, il y a pas mal de choses à dire. Parce que le fait qu'elle soit sablée, ça permet de tout voir. Et effectivement, il y a eu pas mal de reprises de carrosserie, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir faire. Et je pense que rien qu'en carrosserie, le travail va être relativement titanesque. Avantage, comme elle a été entièrement déshabillée, on va en profiter pour la passer au marbre. Parce que surtout sur ce type de voiture, des caisses qui étaient un peu vrillées et pas forcément bien alignées, ça arrivait assez souvent. La carrosserie sera donc le gros focus de cette restauration. Espérons que le reste soit plus light. À l'intérieur, j'ai tout. On va refaire bien sûr une belle sellerie, un bel intérieur pour qu'elle soit conforme au millésime 1969. Notre expert est plutôt confiant pour le moment. Croisons les doigts pour que ça ne tourne pas au vinaigre avant d'aborder le cœur mécanique de la bête. À l'arrière, le moteur. Le moteur, je l'ai. Il est complet, il est tournant. Et pareil pour la boîte de vitesse, qui est la boîte de vitesse à 5 rapports. Enfin, les trains roulants. Gros travail effectivement à faire aussi là-dessus parce que là, la précision est obligatoire. Niveau mécanique, la 911 devrait donner pas mal de fil à retordre. Le chantier est titanesque et risque d'être très long et très cher. Mais il en faut plus pour faire tanguer notre expert. Alors certes, le chantier est titanesque. Mais pour une fois, j'ai un très beau budget de restauration. Et comme c'est une 911 classique, je suis pas inquiet. Mes restaurateurs vont se battre pour l'avoir. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa Porsche 2 litres Sport Targa de 1969. À l'issue des enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Nico et Alex. Grâce à leurs connaissances encyclopédiques, aucune voiture ne leur résiste, surtout si c'est une voiture anglaise. Alix, ressusciter, restaurer, redonner vie, voilà le passe-temps de ce féru de voitures sportives. Céline et David, artistes de la sellerie, incollables en carrosserie et en mécanique. Ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Et enfin Vincent, c'est le portrait type du restaurateur New Generation. Choyer, entretenir et rénover sont les maîtres mots pour ce passionné qui a participé à Top Mécanique.
Aujourd'hui les amis, dans le container, il y a quelque chose que vous connaissez tous et qui va tous vous énerver. Vous énervez. Vous énerver. Alors si je vous dis que c'est une voiture allemande, Déjà, c'est bien. si je vous dis que c'est une voiture qui est apparue en 1963, que la production a commencé fin 1964 Oh là là. et que c'est une grande saga qui continue jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est pas trop difficile, les années 60, les voitures allemandes. Je sais que ça va être une Cox ou une Porsche. Porsche, c'est mon ADN, je fais quasiment que ça, donc il n'y a pas de souci, le chantier il est pour moi. Attends, j'ai sur le bout de la langue, c'est super compliqué, hein. C'est pas simple, hein. Je sais pas, j'étais pas né. Hein? Non, bah non, mais lui, il était né depuis longtemps. Mais... Soit il est né 1800. avant Jésus-Christ. J'abuse, ouais. Je sais pas quel âge il a. C'est quoi, capot court ou capot long? Il y a un bac à batterie de chaque côté. Ah, d'accord, ok. Donc c'est un... Quand on est dans les années 60, Voilà, 9. exactement. Elle est de 69. 69, ça vous évoque quoi? Oh bah moi, ça me... Ah non, je peux pas le dire. Vince? Les premiers pas de l'homme sur la Lune? Bien! Concorde? Oui, le premier vol de Concorde, c'est 69. Il s'est passé plein de trucs en 69, hein, mais je dirais que ça fait pas avancer trop le sujet. Bon, c'est rigolo, mais je pense qu'au bout d'un moment, on en a un peu tous marre et on a envie qu'il ouvre les portes. Cette voiture, c'est évidemment, vous l'avez deviné, une Porsche 911. La version qui est dedans, c'est une version qui, pendant longtemps, n'a pas été forcément très recherchée par les collectionneurs. Et tout à coup, il y a, allez, une dizaine d'années, elle a repris de la cote brutalement et aujourd'hui, elle est même très recherchée. Donc si c'est une carrosserie qui intéressait pas trop à l'époque, c'est un Targa. Bien! Le moteur, c'est un 2 litres. Et donc, si c'est un 2 litres, il reste encore une caractéristique à définir. C'est une T, une E ou une ES. Voilà. Oh mais la S, on n'y croit pas. Non, même pas. Donc. Vous pensez que je suis pas capable de vous amener une ES? Ouais, la S, j'y crois pas 2 secondes. Et la version est hyper importante quand même sur ce Je modèle. sais que la version est hyper importante. Bon, après, elles sont toutes belles, hein, mais entre une T, une E, une ES, bon. Après, je le vois pas, j'imagine pas la ramener une ES. Moi. Non mais moi non plus. Le top ce serait une ES, mais c'est introuvable. François il connaît beaucoup de monde, mais il aura pas une ES. C'est pas possible. Tous nos experts pensent que François se lance dans un grand bluff. Il est temps pour eux de découvrir l'intérieur du container. Donc c'est un vrai caddie de supermarché là. Voilà. Donc, vous pouvez aller faire les courses à l'hypermarché du coin. Ah, les portes, elles s'ouvrent, et son caddie, là, mais... Oh bah, moi j'ai cru que j'allais perdre ma mâchoire. C'est plus une idée de voiture que réellement une restauration. Une voiture à roulettes, quoi. Une voiture à roulettes. T'as ramené une ES dans cet état-là? T'es juste complètement inconscient. L'avantage, c'est qu'elle a été entièrement sablée et que donc, du coup, il n'y a pas de vis cachée. On sait à quoi elle ressemble. Y a pas de vis cachée, y a rien. Cette voiture, c'est une restauration qui a commencé il y a quelques années. Comme souvent, le propriétaire s'est lassé. Il m'a appelé, il m'a proposé un budget, il m'a dit tu me la restaures, elle est complète, j'ai tous les éléments de carrosserie, évidemment. Les consommables type courroie, pneus, tout ce qui est évidemment avec une durée de vie limitée, c'est évidemment à refaire. Quand François te dit j'ai tout et ça marche, moi perso j'ai peur. Hein. Ah mais en plus François, une Targa 69 en S, faut pas faire n'importe quoi, hein, sinon la voiture elle a pas la cote qu'elle doit avoir. Hein. La Targa vient de plonger tout le monde dans le doute. François en prend conscience et tente illico de toucher la corde sensible de Céline. Niveau sellerie, je pense qu'il serait de bon ton pour en faire un véhicule état concours, de refaire bien évidemment toute la sellerie. J'ai tous les éléments, mais ça mérite un certain talent. Ensuite, le moteur, les trains roulants, tout ça, ça a été refait il y a quelques années. C'est refait, mais comment, par qui, par où Voilà, donc il faudra tout checker effectivement pour voir dans quel état c'est. Et sachant que le moteur a été refait, ça c'est plutôt bon signe. Le moteur correspond à l'année de la voiture et à la voiture. Oui. Je dirais que c'est un diagnostic qui fait peur quand même. La voiture, elle est sablée, on sait pas depuis quand. Le moteur, il a été refait, on sait pas par qui. Ça peut vraiment être un chantier qui peut devenir un chantier pharaonique. L'avancée du container cale en plein vol. Pour calmer le jeu, François va sortir sa carte maîtresse. Le délai de restauration. Le délai, c'est 1 an. Bon, 1 an, ok, avec un budget de 7 chiffres, 6 chiffres. Alors, c'est un budget à 6 chiffres. Ah, 6, c'est bien. le 6 chiffres pour les réparations, du coup, bon, ça met un poil en confiance. Au moins pour une fois, il a du budget. On va pouvoir attaquer quelque chose de propre. Quel talent ce François. Il a réussi à inverser la vapeur en 2-2. Rien de mieux avant de lancer le chacun son tour. Et on commence par le duo David et Céline. Mais elle a déjà été restaurée, cette voiture. Ah, mais tout est neuf, c'est bien. Franchement, j'ai jamais été aussi déstabilisé sur un de tes containers. Il y a un peu de boulot quand même. Il y a un paquet de bout à changer.
On voit que les soudures sont superbes, complètement d'origine. Je sais pas quoi te dire, François. J'attends de voir ce que Nicolas va proposer. Voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est que la caisse est déjà dépouillée. Ce qui nous permet quand même de voir un peu plus précisément des choses comme les supports. Comme des trous, exactement. Nico vient d'ouvrir les hostilités. François, lui, peut enfin lancer les enchères. Qui débute ses enchères? 150. Euros? 148. Pour 148. Pour être en dessous de celui-là, là. Oh, je vais te fumer, toi. Moi, c'est les dossiers que j'aime bien, ça, c'est un beau challenge. Porsche, je connais bien. Allez, 147. Nos experts enflamment les enchères. Et pour faire entrer dans l'arène David et Céline, rien de tel qu'une piqûre de rappel. Je vous ai quand même pas amené n'importe quoi. Bah non. Hein, une Targa 2 litres S, c'est quand même sympa. Je pense que les Diart Car, ça vous titille. On a tous les outillages hein, pour cette voiture, donc c'est pas un souci. Allez, 145. 145. Alors, monsieur Nicolas, est-ce que ça t'intéresse toujours? Ça, c'est une voiture que j'adore. C'est une voiture que j'ai envie de faire. Donc, on vous propose 143 000. Très bien. Alors, Alix, est-ce que tu te sens de t'aligner? Donc, eux, ils ont proposé 143. Toi, tu me fais 142. Ah oui, toi, t'es step by step. Hein. Mais t'as raison, t'as Il y a raison. un peu de boulot, hein. Je vais proposer 140. Alors, Nicolas, est-ce que t'as envie de challenger? 140, Tu seras à la retraite le temps de la finir, la voiture. Vraiment, il me chauffe, là. François a réussi son pari, celui d'embraser l'arène des enchères. Alors, quel gladiateur sortira grand vainqueur de ce combat? 139. 139. Ouais. Alix, tu abandonnes. Toi, Vince, tu abandonnes aussi? 138 parce que je t'aime bien. 138. J'aurais pu croire qu'il est parce que je le vaux bien, non, parce qu'il m'aime bien. Bon, les Diart Car, vous me proposez combien? Et si je te dis 135? Ah bah moi, je suis pour. Moi, je me couche. Allez, 135 000, François. Ah, j'adore quand Céline me parle de cette manière. C'est donc contre toute attente que David et Céline remportent le chantier pour 135 000 €. Un prix rarement atteint dans Vintage Mécanique. Avec une belle enveloppe de 140 000 € allouée par le propriétaire, François devrait dégager un bénéfice de 5 000 € pour une prochaine restauration. Chez Lady Art Car, la restauration a commencé sur les chapeaux de roue. Tout l'atelier est en fusion, avec une véritable armée de spartiates mécaniques qui croisent le fer avec la carcasse de la Porsche 911 Targa. François débarque au beau milieu de ce champ de bataille avec une idée en tête, faire cesser ce brouhaha et comprendre ce qui se passe. Ça va, les gars? Bah pourquoi vous avez découpé ma voiture en deux? Il finit? Retire ton casque. Pourquoi t'as coupé ma voiture en deux? Bah, elle avait un petit problème ta voiture, voire un gros problème. On a mis ta voiture sur le marbre, et quand tu la mets sur le marbre, elle se monte pas. Si ça se monte pas, tu coupes. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà été modifiée en termes d'empattement. Voilà, elle a été modifiée, surmodifiée, et en plus elle est pourrie de partout, ils ont superposé des tôles, enfin elle est flinguée ta caisse quoi, donc il faut la refaire. Je pensais pas que ça allait aller jusqu'au découpage de la voiture en deux morceaux. Ouais. On comprend pourquoi François tourne de l'œil en voyant sa Porsche 911 Targa. La team David a sorti les grands moyens avec le carrossier Cyril, ou plutôt le bûcheron, qui a littéralement découpé net le milieu de la voiture. Et les étincelles ont jailli tel un volcan en éruption, permettant la séparation de l'avant et de l'arrière de l'allemande. Reste à savoir maintenant pourquoi nos experts ont pris cette grande décision. Il y a eu beaucoup d'interventions, des choses qu'on comprend pas trop d'ailleurs, tu vois même le tunnel qui est coupé en deux, tu sais pas pourquoi. Il y a des multicouches là qui sont pas logiques non plus. Et ensuite quand on a mis tout le véhicule en référence sur le marbre, eh ben il ne se fixait pas. Ni à l'avant ni à l'arrière, impossible de monter, donc elle était voilée. Donc pas de choix de se dire qu'on est obligé de tout découper, de repartir à zéro. D'accord. Là, on a déjà enlevé l'avant, on est en train de s'occuper du central pour tout enlever. Et ensuite, l'arrière, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est la bonne nouvelle, ou plutôt ça. Tu aurais vu la tête de François quand il voit l'arrière qui est coupé, qui est sur le marbre. Tu l'avais pas prévenu? Non, non. En même temps, nous non plus, on n'était pas prévenus que la voiture elle avait déjà été, entre guillemets, mal refaite et qu'il a fallu la refaire, quoi. Première chose à faire maintenant pour reconstruire cette voiture, c'est de mettre toutes ces cellules, avant, centrale et arrière, et en référence sur un marbre. Le marbre, c'est un outil de reconstruction modulable en acier, utilisé à la fois comme outil de calibrage et d'immobilisation d'un véhicule, afin de corriger ou redresser son châssis et lui rendre ainsi la forme qui était la sienne à l'origine. Ce marbre est équipé ici, tu vois, d'un ensemble de perçages qui permet de s'adapter à toutes les marques de véhicules. On a les piges de reconstruction conformes à Porsche, c'est ce que tu vois ici. Donc ça, c'est les points d'ancrage et on doit respecter un plan. Donc c'est quand même important de comprendre qu'on ne peut pas restaurer un véhicule n'importe comment, d'accord?
Si je te montre ce qui s'est passé là, déjà le poids là, c'est pas normal. C'est quoi comme morceau ça? C'est la traverse avant. Donc là, tu peux voir que ils ont été greffés des tôles là qui sont absolument pas d'origine. Ils en ont mis une autre ici à l'intérieur. Ils ont découpé tout le berceau de fixation du train avant. Ils l'ont coupé là comme des sauvages. Donc ce qui fait, la structure elle-même porteuse ne porte rien du tout. C'est un danger public la voiture. Carrément. On ne restaure pas ce genre de voiture sans des équipements spécifiques qui demandent des investissements lourds. Hein. Donc j'ai acheté les piges marques Porsche, il y en a quand même pour 8 000 €. Devant ce discours, François comprend parfaitement que pour faire cette reconstruction dans les règles de l'art, il en faut du talent et des ronds. Donc la première chose à faire aujourd'hui, maintenant que l'arrière est fixé en place, c'est de remettre la cellule avant en référence. Absolument. Tu as le plan d'assemblage avec du marbre nu sur lequel tu dois venir assembler toutes tes piges. Donc il y a un certain nombre de perçages ici. Le plan va te dire qu'il faut que tu le montes sur celui-ci, tu vises, tu mets la pige dedans. D'accord. Et tu vas voir qu'après on va tomber naturellement en place avec la structure. Tu as déjà fait du mécano? Ouais, j'ai été champion une fois dans ma vie, champion de Lego. Ouais. Je te donne le plan correspondant, c'est celui-ci. Ouais. Et tu vas monter les piges de marbre en place. Notre expert est tout content. Ce matin, en ouvrant les mirettes, il s'attendait à tout, sauf à retourner en enfance pour faire de l'assemblage. Donc on va commencer par ceux qui sont là, les MZ 080. Voilà, c'est marqué ici. Ouais. Parce que tu as vu, elles sont toutes différentes. Ce qu'il faut bien respecter, c'est la flèche en fait, qui correspond à la flèche qu'on a là en blanc. Voilà, tout est référencé. Donc du coup, tu as bien ici les piges des triangles de train avant. Ouais. Tu as les coupelles d'amortisseurs et tu as des points de référence de fixation au niveau de la traverse avant pour les pare-chocs. Donc maintenant, il reste à chausser la partie avant sur les piges et voir si tout ça s'assemble correctement. Nos deux gaillards portent donc la caisse avant et la posent sur le marbre. Vient ensuite le serrage des piges sur la partie avant qui vient d'être posée pour assurer un assemblage au cordeau. Ça y est, c'est réassemblé. Donc on voit que ça tombe naturellement en place, c'est bien verrouillé. Donc ça veut bien dire que la voiture elle était légèrement tordue, trop basse, ce qui fait qu'on n'était pas en référence correcte sur les piges avant. Et maintenant je vais te montrer tout ce qu'on doit réassembler sur la voiture. Et encore quand je te dis tout, il en manque 40% des pièces encore. Oh oui, voilà. Presque 50 même. Ah ouais. Pour que François prenne bien conscience du puzzle géant qui l'attend, David a disposé tous les éléments au sol. Et ça en fait des pièces à assembler. Donc le gros avantage qu'on a sur cette marque de véhicule, c'est qu'on trouve tous les kits tôle nécessaires à la reconstruction. Donc l'idée c'est de continuer à reconstruire le bloc avant. Et en l'occurrence sur cette fameuse traverse, qui est la suite des piges qu'on a mis en place. Et on va voir comment elle réagit en périphérie avec la voiture. C'est parti pour un puzzle XXL avec David qui pose la traverse avant. Très bien. Donc là, on est vraiment en appui sur nos 6 points de fixation de train sur les piges. Donc ça, c'est vraiment verrouillé. Et tu vois ici la jonction avec le fer à cheval. Donc ça, c'est ce qui entoure le réservoir d'essence. Et ici, les doublures de longeron. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Plutôt bien. C'est la première couche. Mais on a compris que là, on a une simple feuille. Le fait d'assembler plusieurs feuilles entre elles va créer des poutres. Donc va créer une structure. Donc là, on n'a aucune poutre en place. Donc il faut qu'on ajuste toutes ces doublures de tôle qui vont générer les poutres, ainsi que la doublure de traverse. Donc ça, tu vois, c'est celle-ci, qui va là. Mais là, tu vois qu'elle est beaucoup trop longue, puisqu'elle va jusque là derrière. Donc là, tu as tout intérêt à couper uniquement la partie qui t'intéresse. Exactement. Pour cette opération, c'est François et Cyril qui entrent dans le game avec pose d'un ruban pour le repère, découpe à la disqueuse et ajustement du longeron sur la structure. Magique. On n'a plus qu'à faire votre trait de coupe. De toute façon, on ne va pas se précipiter à faire les traits de coupe maintenant. C'est juste provisoire, c'est un montage à blanc. Voilà. On va tout empiler parce que pour le référencement, tu as les piges. Malgré, on a d'autres moyens de sécurité. On va mettre en place les ailes, le capot, les portes pour être sûr que tout s'assemble, que le capot est bien en ligne, etc. Cyril enchaîne et fixe le longeron à coups de perceuse et de vis pour maintenir l'ensemble. Tu as vu ici, il y a des contraintes, là ça me plaît pas. On voit bien et ça la repousse sans aide, là ici elle est pas à sa place. Donc là on sait déjà que la traverse qui va venir dessus, elle va pas bien se monter. Oui, si la pièce du dessus est pas bien montée, la pièce du dessus pourra pas coller. Ça a une incidence sur toutes les autres qui s'empliquent dessus. On se met la traverse du dessus. Oui. La doublure. Donc là, Ça rentre pas. il faut qu'on soit aligné et on n'est pas tout à fait dedans. Ça veut dire que les finitions de pièces là, elles sont pas conformes. Il faut les réajuster. Donc là, ce que je te propose, c'est de planer un peu la pièce et déjà de corriger ce côté-là en contrôlant les alignements d'axe. Pas de temps mort dans l'atelier. Cyril file aplanir la pièce pour lui donner la forme souhaitée à l'aide d'un marteau et d'un regard bien aiguisé. Allez, on va voir si ça se présente un peu mieux. Voilà, c'est déjà... Déjà ça. Ouais, là ça y est.
Bon, il reste Bien encore, ça. voilà. Ah, il y a encore de l'ajustage à faire. Mais voilà, déjà beaucoup on a mieux. déjà beaucoup moins de jeux. Ah, ouais. Mais bon, on voit que déjà, on passe plus la main. Par contre, là, on voit qu'il y a encore plein de défauts là, ajustés là. Ici, là. Donc, gros boulot. L'intérêt de ces voitures-là, c'est que c'est des voitures sur lesquelles il y a des pièces refabriquées, alors, qui ne sont pas toujours absolument parfaites. Il faut les ajuster, mais au moins, elles existent. Bah, ça tombe bien que tu m'en parles, tu vois, parce que en termes d'ajustage, j'ai une petite surprise à te montrer, Ah tu bon vas voir. Ouais. Et pourtant, tu vas pas comprendre du premier coup. François ne comprend pas trop où David veut en venir. Faut dire que tout ça reste bien mystérieux. Pour lever le voile sur l'affaire, direction la porte de l'atelier. Et notre expert n'en croit pas ses yeux. Attends. Je peux le soulever le capot? Bah, je t'en prie, fais. C'est pas possible. Je rêve. Je rêve. Ça, c'est carrément un des tout premiers exemplaires de 911. Tout premier problème. À l'époque où elle s'appelait encore la 901. C'est une 901. T'as trouvé ça où? Ah bah moi, je l'ai pas trouvé. C'est un client qui est venu me voir pour la restaurer intégralement. C'est un véhicule qui a déjà 4 ans de restauration, donc 2 ans d'enquête pour trouver les conformités et 2 ans de restauration structure tôlerie. La difficulté de la restauration de cette voiture par rapport à celle-ci, j'achète des kits tôles, je les greffe. Celle-ci, quasiment aucun kit tôle n'est greffable. Il n'y a aucune tôle qui est conforme à celle-ci. C'est un travail titanesque. Mais ce qui est important ici, c'est que sans elle n'existerait pas. Ah bah c'est la mère de toutes les 911. C'est les voitures qui peuvent, dans certains cas de figure, peuvent dépasser le 1 million d'euros. Ça me fait plaisir de te la montrer parce que c'est pour te montrer le parallèle. Non mais je suis content. Ah ouais, bah moi aussi, hein, j'en vois pas On va souvent. boire un petit coup les gars, c'est tout ça. Ah, je vous laisse boire un coup, moi j'admire la bête. Avec cette 901, David a réussi à mettre sur orbite notre expert, qui risque de passer toute la nuit à côté de ce joyau de l'automobile. 2 mois plus tard, la reconstruction titanesque de la mythique allemande se poursuit. François rejoint les troupes après plusieurs jours d'absence. Eh dis donc, ça a bossé, hein. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Ah ouais. Ah bah là, celle-ci va revenir de loin. Elle va De revenir très, de très loin. très loin. Il nous manque une pièce et on l'attend. Et... Il manque quoi? Bah, c'est une durite qui doit aller là, pour pouvoir tout fermer. Donc on est un peu coincé. Alors, où est-ce qu'il est le directeur? Il est parti au champignon? Bah je sais pas, il est parti hier soir. Il est parti hier soir, voilà. Il est parti hier soir? Ouais. Ah oui, mais... Tu l'as pas revu depuis hier soir? Bah non. Et ça t'inquiète pas? Bah moi je croyais que vous étiez partis tous les deux pour la voiture. Bah, je vais peut-être servir de prétexte, mais en tout cas, j'étais pas avec lui, hein, je suis désolé. mais- Écoute, il passera à l'interrogatoire. Hein. Bah, ah ouais, je pense qu'il a passé à la moulinette, ouais. La mystérieuse absence de David sème le trouble. Espérons pour lui et pour son couple qu'il rapplique au plus vite. Ah, écoutez. C'est quoi ça? Ah ouais, il y va pas à moitié, hein. Oh la vache. Nos experts n'en croient pas leurs yeux. C'est un véritable monstre mécanique. Un Scania Torpedo V8 de 580 chevaux qui déboule avec, à son bord, David. Reste à savoir ce qu'il fait au volant d'un tel mastodonte. Eh, ça va? Ça va. Je t'ai pas vu 2 jours juste pour que tu te promènes en camion là? Je me suis pas promené, ça va. Là, c'est juste le truc le plus important de la voiture. Ouais, enfin, un si gros camion pour des si petits tuyaux. Ouais, chantier titanesque, moyen titanesque. Ah ouais, carrément. Et j'ai roulé toute la nuit, je suis allé en Allemagne, j'ai fait l'aller-retour, en plus j'ai une couchette au-dessus, j'ai fait une petite pause. Impeccable. Et n'empêche que je vous sors de la merde avec ça. Hein. Sans ça, on pouvait pas finir la voiture. Hein. Et ça, c'est une pièce introuvable. Bah, il était bon mon camion, non? Ah oui, c'était beau. Non bah il faut bien ça quand même pour aller chercher mes pièces. Oh, va falloir au moins ça, oui. Bah oui, quand t'as vu la taille des durites. En même temps, je vois pas ce qui vous choque quoi. Dire gros chantier, gros moyen. Après cette petite mise au point, il est temps de revenir au gabarit plus petit mais tout aussi mimi. Et c'est dans l'atelier que ça se passe. Bon, t'as vu, ça a avancé. C'est toujours un peu spectaculaire, c'est toujours aussi dépouillé, mais ça avance. Donc ici, on a tout enlevé, on a tout découpé, donc et tout contribue à la structure. Pendant plusieurs jours, Cyril a abattu un travail colossal en démontant les pièces de carrosserie avant pour pouvoir traiter les parties à souder. Il a poncé la couche de protection sur la carrosserie pour souder métal contre métal. Vient ensuite une couche de protection en cuivre à l'aide d'une bombe pour une meilleure conductivité. Fixation des pièces traitées sur la carrosserie. Pointage. Soudure. Meulage. Ponçage et mise à fleur des pièces de carrosserie. Donc du coup, tout ça c'est reconstruit, c'est terminé. D'accord? Donc on n'en parle plus.
Maintenant, c'est la cellule centrale où il y a encore beaucoup de travail à faire. Et en l'occurrence, sur les parties longerons. Et ces fameux longerons, c'est là où tout se passe. On a un moteur arrière. On a besoin de chauffage. Donc le chaleur vient de là. Il faut la ramener vers Il faut la ramener vers l'avant. Donc il y a tout un système de conduit de ventilation qui est intégré à la structure. D'accord. Donc c'est un tube qui passe, qui arrive là. D'accord. Ici, il n'y est plus. On le retrouve ici. Et il va être distribué dans la planche de bord, les bus de ventilation de pare-brise. On ne peut pas fermer la tôlerie tant qu'on n'a pas ces durites là. C'est pour ça qu'on avait les jetons. Donc là aujourd'hui le but c'est de reconstruire la cellule centrale, on est d'accord. Donc c'est la partie la plus importante d'un point de vue structurel. Donc on va pouvoir réempiler le plancher, les doublures de bas de caisse intérieures, il y a 2 pots. Doublure de bas de caisse extérieure, il y a également 2 pots à empiler. Je vais chercher mon lot les gars, comme ça je vous aide. Après avoir enfilé son habit de lumière, François est prêt à mettre l'atelier en fusion. Du coup, tu dois pointer tes 2 pots entre elles. C'est ça, oui. Donc c'est pour ça que tu as ramené cette machine. C'est ça. Tu sais qu'on lui a donné un petit peu ton surnom à cette machine. Ah ouais? Ça s'appelle comment? La pince. C'est sur ce petit taquet que notre expert passe à l'action. Pour ça, il s'arme d'une pointeuse pour souder les premières tôles du bas de caisse droit. Vas-y. On aura rarement vu François aussi appliqué et concentré. Et voilà. Je suis content de vous les gars, c'est bien. Merci. Je rappelle que le but d'une restauration bien faite, c'est qu'on ne voit pas la restauration. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois tous les pointages d'origine de chez Porsche. D'accord? Et les pointages que vous venez de recréer sont parfaitement identiques. Donc réparation invisible. Bon là maintenant, il faut souder bord à bord la partie intérieure. Pour faire une soudure bord à bord de la tôle intérieure, nos experts changent de bécane pour réaliser une soudure au cordeau. Puis, à l'aide d'un tire-clou, ils vont redresser la tôle. D'accord. Ouais, elle est bien là. Oui. Pas mal. Ok, donc maintenant on va meuler. Le meulage est une technique qui consiste à enlever des matériaux à l'aide d'une meuleuse que notre expert manie avec précision et minutie. Voilà. On voit même pas qu'il y a eu une soudure entre 2 tôles. Et il faut faire ça maintenant sur les 1,20 m de la voiture. De chaque côté. Bon, bonne chose de faite, on a figé notre doublure intérieure. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est à figer la doublure extérieure. Ouais. Et pour ça, on va avoir un ensemble de montage à blanc à faire. Ok. Avant de figer les soudures pour s'assurer que tout est en place. Avant d'attaquer ce focus, Cyril repart à l'action en pulvérisant un spray anti-corrosion. Puis pose du tube de chauffage permettant de ramener l'air chauffé par le moteur de l'arrière vers l'habitacle. Et fermeture de la doublure extérieure du bas de caisse. Et yes. Maintenant, je pense que c'est le moment. Ouais. Cette fameuse durite quand même, où je tiens à le dire, j'ai fait un aller-retour sur quelques heures de mon temps libre pour aller chercher cette pièce essentielle. Quel héros. Notre héros au grand cœur ramène donc la durite pour une installation hors norme à l'intérieur du bas de caisse. Alors tu vois, le pied support de charnière, il D'accord. a été livré avec une échancrure en bas. Et ça, c'est exprès pour ce modèle-là. Donc cette durite doit passer par ici. Et donc ensuite, on a le bas de caisse. Donc tu vois, juste à cause de cette version-là, normalement les durites sont fixées ici tout le long à l'extérieur. Ah ouais. Donc on peut les démonter autant qu'on veut. Alors que là, elle passe dans le bas de caisse et le bas de caisse va être entièrement soudé, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun accès possible pour les retirer ou les mettre. Mais tu vois, c'est parfait. On se ramène au plancher? C'est parti. La Dream Team ramène et fixe avec précision le plancher flambant neuf. Le montant avec le support de gage de porte, l'aile arrière, la porte et l'aile avant. Bon, conclusion les gars. Tu sens ta voiture qui reprend naissance là quand même? Ça c'est clair. Donc je suis content parce que c'est une très grosse étape aujourd'hui qu'on vient de faire. Mine de rien, c'est une première phase. On a commencé à souder certaines parties, mais d'autres on a fait exclusivement que du montage à blanc. Pourquoi l'intérêt du montage à blanc? Tout ce qui est noir est neuf. Tout ce qui est gris, c'est la voiture d'origine. Et on voit que ici, par rapport à ton aile arrière, là on a un jeu qui s'écarte excessivement, qui fait qu'on n'accroche pas bien sur la gage. Donc là on voit qu'il va falloir revoir le jeu parallèle avec la porte parce que là on n'y est pas du tout. Ici on a un jeu excessif, on passe les doigts. Donc on a énormément de travail d'ajustage pour arriver à un niveau de résultat optimal et correspondant au standard de qualité de chez Porsche. Moi ce que je te propose c'est que tu continues. Donc, on attend après toi je crois, parce que les filles ont déjà pris de l'avance en série. C'est à l'unisson que nos deux experts rejoignent Céline et Catherine qui ont bien avancé sur la sellerie de l'allemande. Ah c'est beau ça. Bah oui,
Monsieur Dame. François. Très joli, bravo. Ça claque, hein? Ça claque. Donc là, on est reparti sur une thématique d'anoblissement et de réchauffer à l'église la voiture, hein, tu te rappelles? Avec Ouais, ça va l'intérieur donner- noir d'origine, c'était un peu austère, donc on a voulu réveiller tout ça Mm. avec une harmonie un peu plus chaleureuse et classieuse. Alors on a pris un cuir un petit peu dans nos habitudes, c'est des cuirs qui sont moirés, patinés. Ouais. Donc on est sur du pleine fleur. On a du grain qui est complètement, enfin du grain peau qui est irrégulier parce que c'est une peau naturelle qui donnera l'impression que les coiffes ont déjà un peu vécu pour éviter l'effet de basket neuf de la restauration que je déteste. Donc tu vois la coiffe arrière qui est déjà Ouais, terminée. c'est un look déjà. Ouais, ouais. Le cuir a déjà un reflet. Tu sais C'est qu'une ça, sellerie ouais. complète, hein, il faut compter environ 200 heures sur une Porsche, en sachant qu'on refait tout à neuf, à part les supports qui ont été décapés et époxiés. On a changé tous les caoutchoucs, etc. On change tous les isorels des panneaux latéraux. Et ça pour la moquette, les panneaux, la planche de bord, le targa, la plage arrière, les sièges, etc. Si la Porsche se veut gourmande niveau carrosserie, le travail de sellerie est tout aussi colossal. Mais nos deux Wonder Woman ont déjà pris de l'avance. Tout ce que je t'ai pas expliqué sur la spécificité qui a été un petit peu plus délicate à mettre en place, c'est que là, on a un tissu avec des lignes horizontales et verticales. Ouais, donc là, si tu te foires. Tu tournes, parce que tu sais, quand l'entraînement de la machine à coudre tourne toujours un petit peu. Toujours, je me D'accord. souviens, Donc si tu le retiens pas, ton tissu, tu finis par tourner, donc tu finis par avoir des lignes qui. qui fuit. Et là, Catherine, elle a fait ça aux petits oignons. T'as bien toutes tes lignes noires qui sont bien en face à chaque fois. Là, on est bien. Catherine, elle s'apprêtait à assembler les plateaux de côté avec les plateaux centraux de dossier et d'assises. Bon, bah, c'est top. Bon, vous passez en machine. Ah, c'est toi qui Bah, fais la c'est- couture. Tu me remplaces. C'est moi qui Non. fais la Ah bon couture. Non. T'as envie de les refaire tes plateaux là? Non. Les deux Supergirls ont bien compris que si la sellerie de la 911 doit respirer l'excellence, ça ne doit pas passer entre les mimines de François. Nos experts filent à la machine à coudre avec Catherine qui se met en selle pour l'assemblage des cuirs au plateau d'assises sous le regard admiratif de François. On sent le trudelin et l'habitude, hein, parce que. Bon, ça vous amuse au moins, c'est bien? Ça nous amuse, on est un peu en train de travailler quand même. Parce que moi, je suis un peu crevé, tu vois. Je te rappelle que j'ai roulé toute la nuit pour ta bagnole, donc je vous laisse finir ça. Comme ça, moi, je peux David siffle la fin de journée. Faut dire qu'avec son périple en Allemagne, il a des heures de sommeil à rattraper. Le reste de la troupe termine l'assemblage, histoire de prendre un peu d'avance pour la suite du chantier. 115e jour de restauration. Aujourd'hui, c'est sans François, mais toujours en duo, que David mène les opérations. Jean-François, Salut François. on te fait cette petite vidéo parce qu'on va poncer ta voiture. Alors si je te dis qu'on va poncer la voiture, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que toute la façonnerie est terminée. Après, combien? Plus de 600 heures de tôlerie? Il paraît, ouais. C'est clair que Sam a abattu un travail titanesque sur la targa. Il s'est attaqué au traitement de surface en appliquant un après-époxy anti-corrosion générale, le jointage d'étanchéité des raccords de panneaux de tôlerie, le traitement anti-gravillonnage des sous-bassements, la peinture des sous-bassements et des compartiments de caisse, la peinture partielle des noirs satins. Et pour finir, application d'un après-polyester garnissant. Bref, de quoi enchaîner tambour battant sur la suite de la restauration. Elle est canon et on va pouvoir commencer le ponçage. Et là, on a quelque chose à te montrer qu'on a préparé. Tu vas voir, c'est super sympa. On va te montrer exactement toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un volume carrosserie. Pour que François prenne la pleine mesure du process, Sam va jouer au cadreur et David au professeur. Allez, action messieurs. On voulait te montrer ça aujourd'hui, ça nous semble essentiel pour te montrer pourquoi on passe autant d'heures à préparer une voiture. Là, on est en phase volume 2, c'est l'après garnissant, c'est l'après polyester. C'est un après qui est très gras, qui permet de combler les aspérités et qu'on va devoir poncer en mettant un guide de ponçage qui va révéler des défauts plus ou moins importants au niveau des ondulations, etc. Et pour ça, on fait un montage complet de la voiture, ce qui va nous permettre de caler les volumes avec l'aile, la porte, l'aile arrière en même temps. Ce qui fait que quand on ponce, on va poncer tous les éléments en même temps sans tenir compte qu'il y a une aile, une porte, etc. Et là, tu vois, toutes les lignes qu'on a marquées là, c'est toutes les phases de papier nécessaires au ponçage de la voiture. Et donc ces papiers de verre-là ont un grain plus ou moins fort, vont du grain très fort au grain très fin de finition. Donc ce papier-là, c'est le papier 80, donc c'est 80 petits grains de sable au centimètre carré, alors que là, on est sur du 500, donc c'est 500 grains de sable au centimètre carré. Donc on a un ponçage qui est beaucoup plus fin. Donc quand on va poncer ici, tu vois, tu retrouves ici la phase 80. Donc on ponce, et là ici tu vois les rayures importantes que ça donne. La partie plus blanche par rapport à la foncée, c'est celle où on a commencé à retirer de la matière.
Donc il faut dégraisser un maximum jusqu'à ce que le guide de ponçage, hein, cette couleur noire qu'on va mettre sur toute la voiture, pour éliminer tout le guide de ponçage. Une fois qu'elle a disparu, on remet du guide de ponçage et on passe au papier 120. On remet du guide 240, on remet du guide, on ponce au 320 et là on aura fini l'après-polyester. Ça veut dire que ta voiture, on a fait 4 fois le tour avec ces 4 grains de papier différents. On l'aura bien compris, en partant du grain le plus gros pour finir avec un grain très fin, David va créer les lignes de carrosserie parfaitement calibrées. Ça, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Sur les jours qui viennent, parce que là, en gros, on a environ 8 heures par passe hein, sur toute la voiture. Hein. Donc ça, c'est un après-polyester garnissant, donc qui n'est pas étanche. Hein. On ne peut pas peindre dessus. Il faut appliquer un autre après, c'est l'après-polyuréthane, c'est le dernier après, qui lui est un après étanche, et qui est beaucoup plus fin, qui n'est pas garnissant. Donc du coup ici, même punition, une fois qu'on a passé l'après-polyuréthane sur toute la voiture, il va falloir passer toutes ces faces papier. Donc on va pouvoir attaquer le vif du sujet. T'es prêt ? C'est donc armé de bombes de guide de ponçage que nos 2 spécialistes en carrosserie entrent en scène. Ce guide va leur permettre de voir ce qui sera poncé et de détecter toutes les déformations. Et c'est parti. Après ça, ils vont poncer, poncer et encore poncer. On se fait un petit contrôle lumière, on va voir ce que ça donne. Avant cette opération solaire, Sam pose du dégraissant, puis rapproche le mur de LED. Grâce à ces lignes de lumière, David va pouvoir constater si toutes les lignes de carrosserie sont harmonieuses et sans défaut. Ah, c'est nickel, hein, ça part bien comme ça, les courbes sont très propres ici. Ah, le mariage porte-aile, il est nickel. Ah, je suis content, moi. T'as plus qu'à faire l'autre côté, quoi. Ouais, bah, je vais voir Jérémy, là. Maintenant, je dois te filmer. Non, mais je vais m'en occuper, t'inquiète. Non, et quand même, moi, j'abandonne ça, moi, parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc, en même temps, moi, je dois faire le point avec Jérémy sur toutes les pièces, tu vois, donc je suis à fond là-dessus. Sur les parties mécaniques, les accastillages, qu'on a dû voir également avec Théo. Donc ça, mais il y a de quoi faire, hein. J'ai autre chose à faire. David file donc à l'atelier pour faire un état des lieux des pièces. Et vu leur nombre, ça ressemble un peu à un vide-grenier. Donc ça, c'est les compteurs, c'est dans quel état? Ouais. Ensemble, ça va. Après, il faudra revoir les cerclages là et puis les joints. Par contre, les anneaux, ouais, ils sont complètement bouffés. On va voir si ça fonctionne, hein, mais... Ouais. Le volant, bon, ça, c'est pas toi, c'est pour les celliers. Voilà, je vois que tout a l'air correct. Au niveau des commodos, les carters, ouais. Il y a juste ici, là où bon, ça a l'air d'être scotché. Il faut voir si ça tombe pas en miettes. Ça, c'est contrôler l'état des pièces, si elles font bien leur fonction travaux, électrique. Ouais. Et ensuite, cosmétiquement, les bacs chromés, les boutons en bakélite, tout ça, il faut les traiter. Après, là, faisceau électrique. Là, par contre, c'est pas la même chose, là. Il a été un petit peu coupé en deux. Ah, carrément. Ah, là, ça a commencé à cramer. Il n'y a pas hésité, hein, ça faut foutre ça. Voilà, reset complet, faisceau électrique neuf. Voilà. C'est pas une très bonne nouvelle. Hein. Jusqu'ici, l'état de santé des pièces d'origine de la Targa a de quoi faire pâlir David. Espérons que les cardans soient en meilleur état. Ils ont pas l'air trop mal, on dirait qu'ils ont déjà été refaits et tout. Je vais dégraisser, je vais tout nettoyer, contrôler un petit peu visuellement comme ça. Puis je vais remettre de la graisse neuve et puis des colliers type Ligaretz. Bah si une fois remonté, on va peut-être découvrir des choses. Hein. Le problème avec ce chantier, c'est que François a certes récupéré toutes les pièces d'origine, mais c'est à double tranchant. Ça passe ou ça casse. Alors là, ici, là, j'ai des rigides d'essence à changer, rigides de frein, mettre cylindre. Le bocal, il est pas très... Ouais, tout ça, c'est pas propre. Ça va pas aller en accord avec ce qu'on est en train de faire sur la voiture, restauration, ouais, voilà. Concours. Tu montes pas des pièces dans cet état-là. C'est ça. Par contre, là, c'est ta bâche à huile, mais c'est où le reste là? Il est là. Je te demande pas sur le plan, je te demande des pièces. Elles sont... Ah, mais pour l'instant, ils sont sur le plan. Faut que j'aille à la pêche à ces pièces-là, là? Ouais. Cet inventaire commence à peser sur le moral de David. Heureusement pour lui, Jérémy va lui envoyer une salve de bonnes nouvelles grâce au train avant. Les cylindres blocs, les flexibles de frein, les plaquettes, il y a pas mal de choses qui ont été refaites. Putain, les échappements, tout ça, c'est flambant neuf. Non, ça c'est bien parce que c'est un gros billet également. Bon, bah c'est cool. Bon, t'enchaînes là-dessus? Ouais. Moi, je veux jouer un des compteurs. Après ce brief, les deux gaillards se mettent au travail, avec David qui gère les cadrans. Pour ça, il démonte, nettoie et remonte le compteur avec un nouveau cerclage. Et voilà. Pendant ce temps, Jérémy check les soufflets de cardan. Le soufflet de cardan est une pièce en caoutchouc qui permet d'empêcher l'infiltration de la saleté au sein du cardan et d'en protéger l'articulation. On va aller un peu de tout là-dedans. Jérémy remet ensuite de la graisse neuve pour éviter la friction de l'articulation et retarder son usure. Après ce travail en équipe,
David adresse à François le dernier message de la journée. Bon, bah, François, on a bien travaillé aujourd'hui, tu vois. Et avec Jérémy, on a fait le point sur l'ensemble de tes pièces méca. Bon, je te cache pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Il n'y a aucune pièce pour la bâche à vide. Donc, il faut encore que j'aille à la pêche pour compléter ces pièces-là. Puis voilà, quoi. Puis, ah bah non, j'ai oublié aussi. Le moteur, ouais. Bah, je sais pas si tu veux qu'elle roule, la voiture, mais en tout cas, là, à niveau moteur, faut faire quelque chose, hein, faut me le ramener. C'est sur ce message que David termine sa journée. Espérons que François prenne bien en compte la demande de son mentor. Sinon, c'est panne sèche assurée sur le chantier. Pau, c'est dans cette belle ville du sud-ouest qu'est organisé le Grand Prix de Pau. Créé en 1901, c'est l'un des événements les plus prestigieux du sport automobile en France. La course se déroule sur un circuit urbain temporaire tracé dans les rues de la ville, ce qui en fait un lieu unique et spectaculaire. En plus de la course principale, le Grand Prix de Pau présente des voitures historiques et des expositions automobiles. C'est la raison pour laquelle François a décidé de poser ses petites valises pour rejoindre Vincent, l'un des organisateurs de l'événement. Monsieur François, bienvenue à Pau. Ça va bien? Plaisir de te voir ici. Bah écoute, Bien, bah, tu tombes bien, je te présente Stéphane Théroux. Stéphane, enchanté. Enchanté, François. Stéphane qui est au cabinet du président de l'Aglo, D'accord. Pau-Pyrénées. Ok. Fervent supporter et défendeur du Grand Prix de Pau, aussi Bah, il bien en moderne faut. qu'historique. Il en faut. Bon. Ouais, Bon. le Grand Prix de Pau, c'est l'ADN de cette ville. Ici, c'est un circuit en ville, l'un des derniers Bien sûr. de France, homologué FIA. Ici, se sont illustrés les plus grands. Ah ouais. Fangio en 49, Ah, 50, Ascari. Après, aujourd'hui, Pau, c'est pas rare de voir des pilotes comme Hamilton qui ont tourné à Pau, comme Ouais. Verstappen, Norris, Leclerc, Sainz. Ils sont tous passés par Pau. Ouais. Il faut savoir que lors du Grand Prix moderne, celui qui gagne le Grand Prix, 2-3 ans après, on le retrouve en Formule 1 dans les plus grandes Ouais. équipes. Et c'est formidable de maintenir le côté patrimonial et le côté course. Effectivement, donc, ce sont des courses. Ouais. À peu près, cette année, on est à 380 véhicules. Ouais. On accueille également tous les propriétaires de véhicules historiques. On accueille à peu près 400 véhicules. Ce chiffre vertigineux de voitures de collection chatouille les oreilles de François. C'est pile poil l'occasion d'expliquer pourquoi il est venu leur rendre une petite visite. Ça tombe bien parce que moi en ce moment je suis en train de restaurer une Porsche 911 Targa. Je trouve que c'est une 2 litres S, donc de 69. Et donc je voulais venir voir de plus près les quelques propriétaires de Porsche 911 et notamment Targa qui sont présents ici. Peut-être qu'on peut faire quelque On peut chose. peut-être faire quelque chose pour toi. Ah mais on y va tout de suite. Ah, mais go, on y Allez, va. on y va, Allez. c'est parti, allez-y. Et c'est avec entrain que François est conduit vers un rassemblement Porsche où trônent les plus belles pépites allemandes. Et cerise sur le gâteau, Vincent a déniché le Graal pour son hôte. Et je te présente l'heureux propriétaire de la Targa, Lionel. Enchanté Lionel. Enchanté, oui. Ça c'est une SC, c'est 3 litres, 3 litres 2 3 litres. 3 litres 3 SC, donc de 82. C'est vraiment la génération de 911 qu'on surnomme affectueusement les tracteurs. C'est-à-dire que c'est des voitures sans histoire. Il n'y a pas encore d'électronique. C'est fiable, ça tombe jamais en panne. Elle a beaucoup de kilomètres. Elle a 303 000 km. Mais bon, À peine rodée. ouais, elle a été restaurée mécaniquement. Restauration du moteur et la boîte de vitesse. Le reste, non, la carrosserie, non, voilà. Avec un tel pédigré, y a pas à dire, cette Porsche Targa 3 litres SC de 1982, c'est du lourd. Bah écoute François, je te propose de m'emmener dans ma voiture. C'est moi le pilote. Oui, c'est Oh là. toi. Voilà. On vous laisse? On y va. Allez, vas-y, je t'en Allez, prie. parti. François est aux anges. Non seulement il peut prendre place à l'intérieur de cette Targa de légende, mais pour couronner le tout, il la lance tambour battant sur le circuit du Grand Prix de Pau. Bon, il va pouvoir faire un petit tour ici sur le circuit de Pau. C'est quand même assez sympa. Oui, c'est bien. Je l'aime bien, c'est ça. Allez, c'est parti. François décide de pousser un peu la Targa sur ce circuit exigeant et technique, avec des virages serrés et des portions rapides. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est plutôt à l'aise, notre pilote. Alors, les sensations? C'est vraiment un moteur agréable. Il y a une cylindrée suffisante pour pouvoir ne pas forcer. Voilà, tout à fait. Et c'est vraiment, c'est quand vraiment on- le bon compromis. La 911, c'est une voiture extraordinaire. Mais quand tu es dans un Targa, c'est vraiment chouette parce qu'en plus, tu as les sensations du plein air. Et donc, tu as une acoustique extérieure que tu n'as pas forcément, évidemment, sur un coupé. Mais moi, j'adore la version Targa. Je trouve que c'est extrêmement agréable.
on est quand même très proche des sensations d'un cabriolet en fait. Hein. Totalement. Et puis surtout, ce qui était bien, c'est que tu les trouvais à des prix raisonnables. Il a fallu qu'on ressorte la nouvelle Targa pour que ça redevienne à la mode et que les gens se percutent sur l'intérêt d'un Targa qui finalement a pas mal d'avantages, quoi. On l'aura bien compris, François et Lionel sont deux puristes inconditionnels. On comprend mieux pourquoi notre pilote s'est lancé dans la restauration d'une Targa. Et ce qui était génial avec cette voiture, enfin ce qui est toujours d'ailleurs génial avec cette voiture, c'est que c'est une voiture qui peut tout faire. Ça peut être une voiture de tous les jours, ça peut être une voiture de week-end, ça peut être une voiture de vacances, ça peut être une voiture pour aller s'amuser sur circuit. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment la polyvalence de cette voiture qui est extra, quoi. Et puis, elle n'est pas fatigante sur ce moment. Ouais. Allez, hop. C'est sur cette dernière sensation de conduite que François termine son tour de piste. Ce moment lui aura permis de souffler un peu avant de revenir au chevet de sa Targa. 136e jour de restauration. En attendant le retour de François, le taulier du garage et son bras droit sont une fois encore à pied d'œuvre pour poursuivre le chantier titanesque de la Targa. Et pour que le grand absent du jour n'en loupe pas une miette, rien de tel qu'un message. Ça va François? Comme tu peux découvrir, hop, la voiture, elle est entièrement repeinte. C'est clair que la robe de la Targa est juste méconnaissable. Faut dire que la team a tabassé sévère avec mise en peinture sur la partie extérieure de la caisse avec 3 couches et 2 couches de vernis. Vient ensuite l'application d'une peinture noir satin des partiels compartiments de la structure, des portes, du capot et enfin de l'habitacle avec toujours la même exigence, 3 couches de peinture et 2 couches de vernis. Et pour finir, remontage des pièces amovibles. Bref, de quoi claquer la rétine de tous les amateurs de Porsche. Donc du coup maintenant on s'attaque à quoi? À la mécanique, remontage du train avant, remontage moteur et remontage du réseau d'huile. En sachant qu'on a déjà posé le train arrière quand même. Je te remercie de nous avoir restitué le moteur. Ouais. Il est beau. On te renverra un petit message un petit peu plus tard. On enchaîne? Ah bah ouais. C'est parti pour cette grosse journée de labeur, avec pour ouvrir les hostilités, la pose du train avant. C'est de concert et avec minutie que nos deux gaillards réalisent la pose de ce train avant. Pour cette opération, ils fixent les 10 vis sur la caisse. Les amortisseurs, eux, sont reliés à des coupelles. Après ce montage au cordeau, David tient à partager à distance ce moment avec le contremaître. Bon comme tu vois, le train avant lui a été posé. Donc là maintenant on va s'attaquer à un autre sujet important. C'est ton moteur. Il présente très bien, il est beau, il est complet, il est lourd, il est pas bloqué. Gros sujet aujourd'hui, c'est le réseau d'huile, parce que ton réseau d'huile ici présent, tu vois tout ça là, il n'y avait rien sur ta voiture. C'est-à-dire tout le réseau d'huile, il n'y en avait pas, il était totalement absent. C'est des pièces qui sont très compliquées à trouver, ça vaut une blinde. Ça représente mine de rien un petit budget de 10 000 euros, voilà, pour la partie avant et arrière. Donc on a dû remuer ciel et terre pour les trouver et malheureusement j'en ai trouvé qu'une partie. On a trouvé une solution pour la vendre. En gros sur l'équipement complet on en a pour 5 000 euros et là on a trouvé des pièces d'origine reconditionnées à 2 300 euros. En tout cas on va commencer aujourd'hui l'installation avec ce qu'on a déjà reçu. Je leur ferai un petit message tout à l'heure quand tout ça sera installé. Dans un circuit de lubrification, l'huile sert à limiter les frottements et l'usure des pièces. Le moteur de notre 911 est dit à carter sec, c'est-à-dire que le bas moteur ne sert pas de réservoir d'huile. Les principaux avantages du carter sec sont de pouvoir baisser le centre de gravité du moteur et d'éviter un désamorçage de la lubrification lors d'une conduite sportive en virage serré. Comment ça marche ? Un réservoir d'huile externe appelé bâche à huile est installé dans le compartiment moteur. Lors du fonctionnement du moteur, l'huile est aspirée par la pompe à huile et passe dans un filtre avant d'aller lubrifier les pièces en mouvement dans le moteur. Puis cette huile retombe par des canaux dans le carter où une pompe de récupération va l'extraire du moteur. Selon la température d'huile, un thermostat va orienter l'huile vers le réservoir quand le moteur est froid.
quand le moteur est chaud, l'huile est dirigée vers le radiateur situé à l'avant de la 911 afin de réguler sa température avant de retourner dans le réservoir. Il est temps maintenant pour nos deux spécialistes de passer à l'action avec la pose du radiateur, des durites et de la bâche à huile. Impeccable. Ouais, parfait. Moi, je suis à fond. David a mangé du lion aujourd'hui. Tel un mécano tout droit sorti d'une course de Formule 1, il change la roue en un temps record. De quoi lancer Jérémy pour la pose de sa roue. Y a pas à dire, dans l'atelier ça va à 100 à l'heure. Et on enchaîne avec l'installation du cœur mécanique. Bon, bah écoute, en tout cas, moi je peux dire, je croise les doigts, parce que voilà, il est magnifique, mais ce qui tourne bien, encore une fois, il nous l'a ramené tel quel, comme quoi il a été refait, en espérant qu'il soit bien refait. J'ai rien à dire, c'est un beau moteur. Maintenant, est-ce que c'est une coquille vide? J'en sais rien. Donc, est-ce que ça a été bien fait? J'en sais rien. Est-ce que tout a été révisé? J'en sais rien. Est-ce qu'il va tourner? Tant que c'est rien. En attendant de savoir si le moteur de François est fiable ou pas, il est temps de passer à l'action. Pour ça, ils vont lever l'ensemble à l'aide d'un pont élévateur et descendre tout doucement la 911 pour que tout soit bien synchrone. D'accord. Hop. On peut avancer là. Ok. Allez, levez. Notre duo de choc fait preuve de concentration et se trouve les yeux fermés pour cette pause moteur qui se passe sans le moindre accroc. Bravo messieurs. Eh, t'es content? Ouais. Le moteur est dedans. Enfin. On finit de relier la bâche à huile? Ouais, comme ça, c'est fait. Si nos deux spécialistes relient sans problème les deux durites du moteur à la bâche à huile, pas sûr qu'ils puissent aller au bout du process. On a presque relié la bâche à huile. Il nous en manque une grosse partie. Ouais. T'as fait l'inventaire un peu? Bien sûr. Donc là, on a notre éclaté technique de notre bâche à huile. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on vient de monter, la partie avant. Ah ouais. On a monté la bâche. Voilà. Et tout ça. Bah tout ça, je l'ai pas pour l'instant. Ah, il manque tout ça. Oui, pour l'instant, encore tout ça. Donc tout ce qui nous manque ici, ça représente environ 5000 € de pièces. Et on a trouvé quelqu'un qui a ça dans son tiroir, qui a l'ensemble complet. Bah, il va nous le vendre aux alentours des 2300 € d'occasion, reconditionné. Sur une restauration XXL comme la Targa, David tombe souvent sur un os. Son taf, c'est trouver des solutions, même si la liste des pétouilles s'allonge. Il y a plusieurs choses qui nous bloquent mécaniquement sur cette voiture. Donc déjà, on a mis des roues d'atelier, on attend la réfection des jantes à neuf. Elles sont toujours pas arrivées. Et ce qu'on attend surtout, très important, le faisceau électrique. Alors, le faisceau électrique, pareil, très spécifique au modèle 69, impératif, mais on l'a toujours pas reçu. Donc en gros, mécaniquement, là, on est au bout de ce qu'on peut faire. Donc là, du coup, on met les roues arrière, ouais. Hop, on la met chez les carrossiers. Ouais, comme ça, vous avancez un peu là. Ouais, là, on perd pas de temps. Pour ne pas perdre de temps, nos deux as de la mécanique posent les roues arrière et acheminent la 911 dans un box pour que le reste de la team prenne le relais. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on remonte tout. L'idée, c'est que toi, tu essayes tes panneaux en sellerie. Tu veux peut-être essayer la banquette arrière, un montage à blanc, lustrage. On peut peut-être remonter l'aile ensemble, les accasillages, tout ce qu'on peut remonter sur la voiture. Allez, mais c'est mou, hein. Le garage de David se transforme en une véritable fourmilière. Ça s'agite dans tous les sens avec remontage des ailes avant, des panneaux de porte, sellerie, lustrage des emplacements des poignées de porte. On assiste à une belle symphonie avec, comme chef d'orchestre, David, qui coordonne tout ce petit monde à la perfection. Bon François, les derniers mots de la journée. Tu vois, on lâche pas le morceau, la voiture se remonte à vitesse grand V. Carrosserie, sellerie. Je te rappelle qu'on a mis le moteur quand même, les trains roulants, la voiture est sur ses routes, donc l'avancée est colossale. Nous on est crevés, hein. En tout cas on lâche pas le morceau. Voilà, on t'embrasse bien fort et puis accessoirement si tu peux venir voir la voiture, ce serait sympa, hein. Avec ce dernier message de la journée, François a de quoi être rassuré. Il peut revenir serein au chevet de sa Targa pour découvrir à quel point la team David l'a transfiguré.
162e jour de travaux, presque un record dans Vintage Mécanique. François revient aux affaires après plusieurs jours d'absence. Visiblement, il n'y a pas âme de restaurateur qui vive. Y'a quelqu'un? Bon bah ça commence bien. Si dans le showroom c'est le calme plat, l'atelier lui est en fusion avec une Céline en pleine immersion. Ah bah Céline, t'es là. Oh, salut François. Tu vas bien? Ah, dis donc, hey, ça va? Ouais. Et Ça toi? va bien? Et ça a vachement avancé depuis mon dernier passage. Là. Ouais. Alors je suis obligé de finir tout l'arrière. Ouais. Tant que j'ai pas bouclé tout l'arrière, on peut pas coller nos joints, tu vois, je suis obligé de monter l'arche. Ouais. Et après on va repasser à l'avant. Ce cuir-là, ça lui va Ouais. tellement bien. Ouais. Tellement bien, avec le couleur extérieur, ça va être top. C'est très chic, tout en étant d'une certaine sobriété. Et ouais, elle est classe comme ça. Dis donc, je cherchais ton mari, je suis passé à son bureau, Bah écoute, il est parti se promener ou il est parti comme un sauvage ce matin à 5h. Ah ouais. Je sais pas où, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas par ce qu'il rentre. D'accord. Je sais pas. L'absence mystérieuse de David sème le trouble dans tout l'atelier. Espérons que ce soit juste une question de minutes, sinon le chantier risque de prendre du plomb dans l'aile. C'est quoi, Zori? C'est quoi? Une tondeuse? Non, Ah, c'est une grosse tondeuse. Non, c'est pas un bruit de Par tondeuse. contre, François, faut que tu m'aides à sortir, sinon je peux pas. Pour savoir d'où vient ce son assourdissant, nos deux acolytes sortent illico du garage. Attention les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? On croira qu'il va venir se poser ici, hein. François a raison, l'hélicoptère qui perce le ciel se pose délicatement. Reste à savoir qui est à bord de cet objet volant partiellement identifié. C'est David, tel un copilote confirmé qui est à bord de l'hélico. De quoi laisser François et Céline sans voix. Là, l'hélico, là, ça dépasse. Qu'est-ce que t'as été foutre avec un hélicoptère? Va falloir vous calmer, monsieur André. Si David a fait une arrivée virevoltante, il faudrait maintenant qu'il explique à sa douce pourquoi il s'est absenté. T'étais où? Ah bah j'étais avec Stéphane moi. Bonjour Stéphane. Il a été super parce que j'ai dit je suis emmerdé, j'ai une pièce, j'arrive pas à la trouver. Céline m'en a trouvé une mais elle est un peu loin, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit bah allez hop on y va. Enfin, un petit détour. Elle est là. Ouais, ça c'est le plus important. On l'aura bien compris, David a joint l'utile à l'agréable. Après son aide précieuse, son pilote instructeur tire sa révérence. Il est temps maintenant de filer à l'atelier pour rentrer dans le vif du sujet. On l'a enfin récupéré cette pièce. Tu peux même pas savoir le travail pour trouver ça. C'est une pièce, au total, elle, il y en a pour 3000 €. Ah quand même, ça, hein. Le prix annoncé a provoqué un petit haut-le-cœur à François. Il n'a qu'une envie, découvrir cette pièce qui secoue tant son porte-monnaie. Cette pièce, t'es conscient qu'elle est essentielle pour le fonctionnement du moteur. C'est un peu, tu vois, le rond-point pour gérer toute la circulation du réseau d'huile, parce qu'il y a beaucoup d'huile qui arrive au même endroit pour répartir entre le moteur, la bâche, le radiateur. Après cette explication limpide, il est temps de passer à l'action. Pour ça, Jérémy, le chef mécano, se charge du montage de la pièce qui est la dernière de ce gigantesque puzzle mécanique. Ça, c'est un stress en moins, tu vois. Mais ça n'est qu'un seul. Il en reste un gros. Je te rappelle que tu nous as ramené le moteur dans cet état-là. On n'a absolument rien fait. Je sais. On l'a remis dans le bloc. On a fait des contrôles. On a raccordé tous les périphériques parce qu'il y a beaucoup de choses à raccorder. Hein, le réseau d'essence, toute la partie électrique, le réseau d'huile, donc du coup. Donc ça, c'est fait. Donc là, on va être prêt à remettre en route ce moteur. Mais est-ce qu'il va tourner Avec cette histoire de moteur, David a jeté un froid. Si François a affirmé dès le container que le moteur avait été refait, faudrait pas qu'il soit tombé sur une merguez. Sinon, c'est l'arrêt complet du chantier. Et on va faire tout le protocole de remise en route. Je sais que ça se fait pas n'importe comment. Ah, je sais que tu es un garçon très protocolaire. Ah bah, c'est du process. Pour ce process, Jérémy met de l'essence, de l'huile moteur, raccordement définitif de la batterie. Il met le contact pour enclencher la pompe à essence, tourne la clé sans allumage pour distribuer l'huile dans toutes les pièces internes du moteur. Et pour finir, il rebranche l'allumage. Je peux la démarrer direct du coup. On n'a pas besoin de faire remonter en pression. Non, la pression, c'est nous qui l'avons, tu vois. La voiture, elle démarre pas. Surtout toi. Surtout toi. Non, tu sais combien ça vaut de refaire un moteur? Non, ouais.
C'est avec un pic de stress au max que François s'apprête à passer le tour de clé. Tout le monde retient son souffle. Ça passe ou ça casse. On y va? Ah, elle a toussé. Tousser n'est pas démarré, François. Deuxième fois. La targa fait des siennes. Elle se montre capricieuse. Allez François, cette fois-ci, faut vraiment la faire craquer. Eh ben voilà. Après plusieurs tentatives, le 6 cylindres rugit enfin dans tout l'atelier. Allez, arrête. Bravo les gars. Nos 3 mousquetaires poussent un énorme ouf de soulagement. Bon, il y a un boulot de réglage, hein, c'est pas ça du tout. C'est normal. Il y a beaucoup de choses à faire. Les synchros à voir. Ouais. Et pour un premier démarrage, on est plutôt pas mal. Si les nouvelles sont plutôt bonnes en cette fin de journée, François va faire une toute dernière annonce avant de se retirer. J'ai une idée pour la restitution de la voiture à son propriétaire. Mais il y a encore du boulot là avant de restituer quoi que ce soit. Une semaine, c'est bon ou pas? Bah, Ça dépend. Hein? Allez, 10 jours. Allez, 10 jours. Ça va, 10 jours? Hein? Ouais. Bon, allez, j'organise ça pendant une dizaine de jours. Vous allez voir, les gars, c'est dans un lieu original qui correspond en plus au propriétaire de la voiture. Et vous allez voir, c'est pas tous les jours que je vous emmènerai dans un endroit pareil. David et toute son équipe ont donc 10 jours pour finaliser la targa. Le compte à rebours est lancé. Reste à François à bien préparer cette livraison qui s'annonce hors norme. Dix jours plus tard, c'est en Seine-et-Marne que nous retrouvons un François galvanisé au beau milieu de cette concession où trônent plus de 300 modèles de machines XXL. C'est au cœur de ce site qu'il rejoint une personne qui s'attendait à tout sauf avoir la bouille de François. Salut Bruno. Salut François, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venu te voir. En voyant débarquer François sur son lieu de travail, Bruno a comme une montée de stress. Faut dire qu'il y a de quoi, vu que c'est le propriétaire de la 911 Targa. J'ai un petit souci avec ton chantier, tu sais, la Porsche, c'est un chantier... c'est vraiment un chantier XXL, bah, un peu comme ton environnement de travail. Hein. Un problème? Il y a un problème. T'as 5 minutes à m'accorder? Bah ouais, vas-y. Bah oui, hein. Non mais je vais te montrer parce qu'il faut que tu saches. C'est dans un silence de mort que Bruno et François arpentent les allées de ce site gigantesque comme dans une marche funèbre. Ouais, donc alors? Plus qu'un long discours... C'est quoi? C'est ta voiture. Elle est prête. C'est pas possible. Mais si. C'est pas ma voiture, Au contraire, mais si, c'est ta voiture. Et franchement, elle est magnifique. En découvrant sa Porsche 911 Targa, Bruno vient de se taper un décollement de la rétine. Après plus de 160 jours de travaux, elle est littéralement méconnaissable. Travail titanesque, Ah bah ça, je ne te le fais pas dire. C'est un boulot énorme. Je la reconnais pas. C'est pas possible. Ça, je me doute que tu la reconnais pas. Je peux te dire qu'elle revient de loin. C'est clair que la Targa a subi une reconstruction quasi complète. Bruno l'avait quittée en piteux état. Il se trouve face à un diamant de l'automobile allemande qu'il s'empresse de découvrir. Franchement, François, je te félicite. Bah écoute, je prends les compliments pour moi et pour l'équipe qui a travaillé avec moi. D'ailleurs, il faut que j'en profite pour te présenter quelqu'un. David! En appelant le grand architecte de cette restauration, François coupe net le petit plaisir de ce grand amateur de véhicules de chantier qui lui rappelle son enfance. Attends, je m'éclatais, moi, t'as vu les engins? Eh, c'est beau, hein? C'est beau jouer partout, là. Allez David, faut se remettre de ses émotions. Voilà. Bon, monsieur. Bruno. Le propriétaire de la Targa n'attend qu'une chose, faire connaissance avec la fine fleur de la restauration. On est fiers d'avoir travaillé sur votre voiture. Faut quand même avouer que c'était un vrai tour de magie, chantier. Ah oui. Parce qu'on l'a coupé en trois, la voiture. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Bah, elle revient vraiment. de très très loin. Elle revient vraiment de loin. David a raison, ce chantier c'était du lourd. Découpe du châssis. Reconstruction tôlerie. Mise en peinture. Remontage des trains roulants.
remise en place du circuit d'huile, conception et fabrication sellerie. Bref, un chantier pharaonique qui a demandé près de 1500 heures de travail et un atelier en constante ébullition. Après l'euphorie de la découverte, Bravo, bravo. Ah, merci. Bruno met ses émotions sous cloche pour aborder le sujet qui fâche. Est-ce que l'enveloppe a été respectée? Ouais, 1500 heures après, on y est bon. Hein. C'est pas une enveloppe, c'est une valise. Ah, c'est une valise. Et bon, en tout cas, le tour de magie est là, on y est parvenu, mais. Bravo. Mais voilà, le budget conséquent, forcément. Bah super. Je peux l'essayer? Ah bah maintenant, faut en profiter. Il fait beau, Targa, tout est ouvert, elle est prête, on y va. Allez. Allez, on y va. Allez, hop. Voilà. Pendant que Bruno prend place, François grille la politesse à David, Tu crois que tu pourras tenir à l'arrière? Ouais. Allez, soyons sérieux. Hein? Allez. qui se retrouve pour le coup sur la touche. Non, mais j'aurais bien aimé en profiter un peu quand même, moi. Bref, un de ces jours. Mais vous revenez me chercher après? Ah bah non. Bah tu te débrouilles. Bah, il y a des choses qu'on Mais t'as pas ton hélicoptère personnel, hein? Ah non, pas tous les jours. Hein? Tu vois, chacun son tour. Si cette petite pichenette a de quoi laisser sur place David, Bruno ne bronche pas et n'a qu'une hâte, démarrer le cœur mécanique de sa belle allemande. Le 6 cylindres à plat tourne à la perfection. Les oreilles de Bruno frétillent avec cette belle mélodie mécanique. De quoi lancer sur route cette version rare et unique. Quant à David... Non mais me dis pas... Il ose pas le mec, il est chier lui. Non mais je fais quoi maintenant? Il va falloir qu'il se transforme en autostoppeur. Y a personne... Là. Et vu l'immensité du site, c'est pas gagné. Ah bah vous tombez bien. Parce qu'en fait là je suis à pied. Vous pouvez pas me déposer à l'atelier? On peut? Ah bah voilà, cool. Ah, il y a une terrasse en plus. C'est bien, hein? François a donc honoré son engagement auprès du propriétaire qui lui avait alloué un budget de 140 000 €. Il se dégage donc un joli bénéfice de 5 000 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet. Quant à David et ses équipes, ils ont réussi un exploit. Celui de dompter et de restaurer entièrement cette Porsche 911 Targa en partant d'une carcasse.